Notre histoire commence en 1988, lors d'une nuit d'été étouffante, quelque part en Caroline du Nord, dans la ville de Washington, aux États-Unis. Là, au milieu d'une zone pavillonnaire aisée, une famille dort à point fermé. Mais soudain, une porte s'ouvre, laissant passer une silhouette à la faveur de l'obscurité. Quelques minutes plus tard, des cris retentissent alors dans la maisonnée, et puis un homme est retrouvé assassiné dans son lit, le crâne fracassé. Il s'agirait de toute évidence d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais très vite l'enquête bascule et l'on finit par se rendre compte que tout était en réalité un complot, une mise en scène, une trahison venue de l'intérieur. Et au cœur de cette affaire glaçante, 3 étudiants, 3 amis liés par une passion étrange et peu recommandable pour l'époque, un jeu de rôle nommé Donjons et Dragons. Voici l'histoire d'un meurtre prémédité qui a contribué à alimenter une panique morale qui a marqué toute une génération. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de l'affaire du meurtre de Leet Peter von Stein. Alors avant de rentrer plus avant dans le vif du sujet, il faut d'abord que je vous pose un petit peu le contexte de l'époque concernant le jeu de rôle et plus précisément Donjons et Dragons. Dans les années 80 aux États-Unis, D&D existe déjà depuis un petit moment et commence à connaître un essor fulgurant, passant ainsi d'un loisir de niche à quelque chose qui commence assez vite à gagner en reconnaissance. Un succès qui, vous vous doutez bien, s'accompagne également de controverses et de polémiques à tout va. Il faut savoir qu'à l'époque, la société américaine gravite grandement autour d'un fondamentalisme religieux assez conservateur, qui, forcément, voit d'un assez mauvais œil ce jeu étrange peuplé de magie et de créatures monstrueuses, voire même carrément démoniaques. Et de ce fait, dans ce climat de tension, de plus en plus de groupes de parents inquiets et de prédicateurs se forment pour pointer du doigt Donjons et Dragons, qui selon eux est une porte d'entrée vers le satanisme qui pousserait la jeunesse vers le suicide, ou voire même carrément le meurtre. Et ce cas de panique morale, souvent appelé satanique panique, prend tellement d'ampleur que tout s'entremêle dans un gloubi-boulga incompréhensible qui mêle à la fois rumeurs, craintes, demi-vérités, désinformation. Où on évoque à tout va des rituels occultes, des joueurs incapables de distinguer la fiction de la réalité, et forcément on attribue au jeu de rôle toute une série de drames touchant des adolescents un peu partout dans les États-Unis. Et en tête de gondole de cette croisade anti-D&D, on retrouve une femme, Patricia Pulling, une mère en deuil qui, hélas, en juin 1982, a retrouvé son fils Irving mort d'une blessure par balle et ne pouvant accepter son suicide, elle a cherché une cause extérieure pour servir de bouc émissaire. Et du coup, c'est tombé sur un jeu bizarre auquel son fils jouait et qu'elle ne comprenait pas. Donjons et Dragons, vous l'aurez compris. Ainsi convaincue que ce jeu satanique a poussé son fils à commettre l'irréparable, Patricia Pulling fonde alors en 1982 l'association BAD, Bothered About Dungeons and Dragons, dans le but de faire interdire le jeu à la vente. Bon, en vrai, on ne va pas épiloguer plus longtemps sur cette histoire, peut-être on en parlera dans une vidéo dédiée si celle-ci d'ailleurs vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à la partager si ça vous fait plaisir, ça fait toujours plaisir en tout cas de mon côté. Mais en tout cas, voilà, faut savoir qu'à l'époque de notre histoire, on est en plein dans cette panique morale qui n'a de cesse d'être alimentée par de nouvelles affaires toujours aussi sordides, et vous vous en doutez, celle qui nous intéresse aujourd'hui n'a clairement pas fait exception. Bon, maintenant que le cadre est posé, il va être temps de brièvement vous présenter la famille von Stein, qui, à première vue, n'a rien de très grandement problématique. Du moins, c'est ce qu'on peut croire à l'extérieur. Leet Peter von Stein est un homme d'affaires respecté, cadre chez National Spinning, une entreprise de textile locale. Il est issu à la base d'une famille prospère, de laquelle il a hérité d'une belle petite fortune, estimée à 2 millions de dollars. En août 1979, Leet épouse Bonnie Lou Bates Pritchard, une femme divorcée avec 2 enfants, Christopher Wayne Pritchard et Angela Pritchard. Leet devient ainsi le beau-père de ces 2 adolescents et tous ensemble forment une famille recomposée tout à fait normale comme on en voit un peu partout à l'époque. Ils s'établissent alors dans une maison assez spacieuse du quartier aisé de Smallwood, dans la ville de Washington, en Caroline du Nord. Et pour ce qui concerne la petite famille, d'un côté, Bonnie est vraiment l'archétype de la maman aimante et protectrice, profondément attachée à ses enfants, et qui, malgré les tensions familiales du quotidien, s'efforce autant que possible de maintenir l'harmonie au sein de son foyer. Pour ce qui est d'Angela, il faut avouer qu'on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est la sœur cadette et qu'elle a été volontairement tenue un petit peu à l'écart de toute cette affaire, sans doute pour la protéger un maximum des retombées médiatiques que tout cela a engendré, et on comprend très bien le move. Et enfin, il est grand temps que je vous parle un petit peu plus avant de Christopher.
le frère aîné, âgé de 19 ans à l'époque des faits. Bon, en vrai, on ne sait pas non plus grand-chose sur le passé lointain de Christopher, mais il faut savoir qu'à cette époque, il est scolarisé à la North Carolina State University. Au départ, ses résultats académiques sont satisfaisants, mais hélas, ils finissent par décliner rapidement, et au printemps 1988, ses notes chutent drastiquement jusqu'à ce qu'il commence à négliger fortement ses études. Et puis, dans une lente dégringolade, il finit par glisser vers une vie d'étudiante assez tumultueuse, marquée par la consommation de drogue et d'alcool. Et c'est d'ailleurs durant cette période que Christopher rencontre James Upchurch et Neil Anderson, avec qui il partage une passion pour un jeu émergent de l'époque, Donjons et Dragons. Fort de cet engouement partagé, le trio passe de nombreuses heures à jouer, sans pour autant laisser tomber la consommation de drogue et d'alcool. Et bien sûr, malheureusement, le décrochage scolaire qui s'accompagne. Parallèlement à tout ça, les relations entre Christopher et son beau-père, Leet, se détériorent de jour en jour. Des disputes éclatent très souvent concernant ses performances académiques et son comportement reporté par de nombreux professeurs. En voyant que tout ça ne marche pas et est en train de partir à volo, Leet tente quelque chose pour remettre Chris dans le droit chemin, puisqu'il menace de le déshériter. Ce qui malheureusement, plutôt que de faire office d'électrochoc comme il espérait, ça ne fait qu'alimenter encore plus la rancune de Christopher à son égard. Une rancune qui, petit à petit, s'est transformée en une envie de tuer. On est le 25 juillet 1988, aux alentours de 3 h du matin, et un intrus se glisse dans la maison d'Evenstein à la faveur de l'obscurité, armé d'un couteau et d'une batte de baseball. Il se dirige alors à l'étage, vers la chambre de Leet et Bonnie. Il pousse la porte sans faire le moindre bruit et attaque avec une violence inouïe le couple dans son sommeil. Leet est poignardé et tabassé à mort dans le lit conjugal, tandis que Bonnie, elle, est grièvement blessée. Tout cela se passe très vite et l'agresseur s'enfuit aussi vite qu'il est venu, laissant le cadavre de Leet baigné dans une mare de sang, et miraculeusement, Bonnie s'est juste fait passer pour morte malgré ses blessures, et parvient à réunir assez de force pour appeler les secours par téléphone. Il ne faut pas attendre longtemps pour que la police, suivie des pompiers, se rende sur place et que le quartier se retrouve complètement bouclé. Bon, à première vue, la scène de crime semble indiquer qu'on aurait affaire à un cambriolage qui aurait mal tourné. En effet, quand la police est arrivée, ils ont retrouvé la maison sans dessus-dessous, comme si l'agresseur avait cherché des objets de valeur avant de s'enfuir. Cependant, les policiers vont éprouver rapidement des doutes face à ce qui a tout l'air d'être une mise en scène un petit peu trop grossière. Car en effet, si on réfléchit juste un tout petit peu, il y a des choses qui ne collent absolument pas. Oui, parce que pourquoi l'agresseur aurait-il pris le temps de monter à l'étage pour tuer un couple qui dort, s'il était juste là pour voler des choses à la base? Et à l'inverse, pourquoi il aurait tout fouillé de fond en comble si son objectif principal, c'était de tuer? L'hypothèse d'un vol qui aurait mal fini ne convainc donc pas du tout les enquêteurs, qui sentent un petit peu une intention délibérée de maquiller un crime prémédité. Et au milieu de tout ça, un indice capital ne tarde pas à émerger, puisqu'un voisin témoigne que lors de la nuit du meurtre, il aurait aperçu un feu allumé dans les bois, non loin de la demeure d'Evenstein. Fort de ce témoignage, la police va donc se rendre sur les lieux et découvrir, parmi des cendres encore tièdes, plusieurs objets brûlés à la hâte, à savoir un couteau de chasse ensanglanté, des vêtements tachés de sang et surtout un morceau de papier partiellement calciné sur lequel se trouve un plan dessiné à la main qui détaille avec une étonnante précision l'emplacement de la maison et l'agencement des pièces à l'intérieur de celle-ci. Bon, alors là, très clairement, le doute n'est plus permis. On est clairement sur un crime prémédité, avec préparation bien en amont. Et en plus de ça, au-delà de la certitude d'avoir affaire à un complot prémédité, ça implique un proche de la famille, puisque seul quelqu'un connaissant vraiment l'intérieur de la maison aurait pu dessiner un plan de celle-ci, c'est tout à fait logique. En parallèle de tout ça, les enquêteurs épluchent la vie de la victime et ne tardent pas à découvrir que Leet possédait une petite fortune assez conséquente à la hauteur de 2 millions de dollars, comme je le disais au début. Et s'il venait malheureusement à décéder, ça serait sa femme Bonnie et ses 2 enfants Christopher et Angela, qui en seraient donc les bénéficiaires. Et de ce fait, tout naturellement, les soupçons commencent à se tourner vers les enfants. Et après analyse des antécédents de Christopher, l'attention de la police ne tarde pas à se focaliser sur celui-ci, même si Angela était quand même présente dans la maison lors des faits, mais qu'elle prétend n'avoir rien entendu. Ce qui peut paraître louche, on est tout à fait d'accord, mais à côté d'un grand frère toxico et qui se dispute très souvent avec le beau-père, la question est vite répondue, comme on dit. Alors même si tous les regards se tournent vers Christopher, malgré tout, celui-ci a un alibi en béton dans cette affaire, puisqu'en effet, il vit en résidence universitaire au sein du campus de la North Carolina State University, et que donc, il ne pouvait pas se trouver à Smallwood la nuit du meurtre. Conformément aux procédures, les enquêteurs vont quand même le convoquer pour l'interroger,
Et là, Christopher va se montrer assez nerveux et surtout très évasif sur le sujet. Et lorsqu'on lui propose de se soumettre au détecteur de mensonges, au même titre d'ailleurs que Bonnie et Angela qui ont passé le test avec succès, Chris, lui, refuse catégoriquement. Alors ouais, déjà que tout le monde, à mon avis, parmi les enquêteurs, ont déjà haussé un sourcil devant la défense un petit peu bancale de Chris, là, on peut très clairement imaginer que tout le monde a froncé les sourcils au sein du commissariat devant pareil refus quand même très louche d'obtempérer. Mais bon, malgré tout ça, quand même, je le rappelle, Chris n'a pas pu être là la nuit du crime. Donc, si on a des grosses suspicions quant à son implication dans l'affaire, ça veut dire qu'il a forcément un complice. Et de ce fait, l'enquête s'oriente alors vers l'entourage de Chris à l'université. Et c'est là où les détectives apprennent que le jeune homme passe le plus clair de son temps libre en compagnie de 2 autres personnes à jouer à Donjons et Dragons, les fameux James Upchurch et Neil Anderson, qui rejoignent alors le banc des suspects dans l'enquête. Et au fil des interrogatoires, le scénario du crime commence un petit peu à se préciser et l'implication de Chris ne laisse plus vraiment de doute au sein du groupe d'enquête. Ce qui nous amène alors en juin 1989, soit près d'1 an après le meurtre quand même, où la police décide finalement de passer à l'action. Christopher est alors arrêté pour le meurtre de son beau-père, en même temps que ses 2 amis, tous 2 soupçonnés d'être ses complices. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'affaire prend un tournant médiatique notable, puisque on n'est plus dans un simple cambriolage qui aurait mal tourné, mais bien dans un cas de parricide prémédité. Mais on va y revenir plus tard sur ce cas médiatique. Pressés par la justice, les 2 comparses de Christopher finissent par craquer. D'un côté, Neil Anderson, le moins impliqué, accepte de coopérer pour éviter la peine capitale et passe alors un accord avec le procureur en échange d'un témoignage détaillé du complot. D'après lui, l'instigateur du crime serait bel et bien Christopher, qui aurait préparé depuis des mois l'assassinat de son beau-père afin de toucher son héritage et promis de l'argent à ses amis en échange de leur aide. Et toujours selon Neil, James Upchurch est celui qui s'est introduit dans la maison et a commis l'attaque sur le couple endormi. Neil, de son côté, serait resté à l'extérieur en faisant office de guetteur et de chauffeur, posté dans une voiture non loin pour attendre Upchurch et ainsi faciliter sa fuite. Un plan méticuleusement préparé par Christopher, qui avait dessiné le plan de la maison et laissé à James une clé de la porte d'entrée pour qu'il puisse s'introduire aisément, sans effraction et sans bruit. Et lorsque Christopher réalise que son pote Neil a retourné sa veste et témoigne contre lui, il comprend qu'il n'a littéralement plus d'issue, et afin d'éviter lui aussi la peine de mort, il finit par plaider coupable de complicité. En anglais, on dit d'ailleurs second degree murder, ou meurtre au second degré, puisque techniquement, c'est pas lui qui a porté lui-même les coups, qui pour la peine, ça c'est un meurtre au premier degré. Et en échange de ça, il accepte de témoigner lors du procès pour accabler celui qu'il considère comme le véritable tueur, James Upchurch. Le procès s'ouvre alors en janvier 1990 en Caroline du Nord, avec sur le banc des accusés James Upchurch, 21 ans, qui est jugé pour meurtre avec préméditation, tentative de meurtre sur Bonnie Weinstein et complot criminel ainsi que cambriolage. Et bien que ses comparses Chris et Neil aient déjà avoué leur implication, James, lui de son côté, clame son innocence comme pas possible. Mais hélas pour lui, malgré sa défense, les preuves circonstancielles, notamment le plan et la clé fournis par Chris, ainsi que le témoignage d'Anderson, sont littéralement trop accablantes et James Upchurch est reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation en octobre 1990. La sentence est d'abord la peine de mort, le châtiment en vigueur en Caroline du Nord à l'époque pour des meurtres. Toutefois, en 1992, la Cour suprême annule cette condamnation à mort pour vice de procédure et la transforme en peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 30 ans. De leur côté, Christopher et Neil, qui ont plaidé coupables, sont aussi fixés sur leur sort en 90. Chris, lui, est condamné à la prison à vie pour meurtre au second degré avec complicité et à 20 ans supplémentaires pour l'agression de sa mère. Neil Anderson, quant à lui, écope d'une peine réduite grâce à la coopération dont il a fait preuve au cours de l'accusation et donc écope de 40 ans de prison pour son rôle de complice. Ça en vrai ce sont pour les peines jugées au moment du procès. Mais en pratique, Chris et Neil profiteront plus tard des lois sur la libération conditionnelle. Neil sera libéré en décembre 2000, soit après 11 ans de détention, et Christopher obtiendra une libération conditionnelle en juin 2007, après 17 ans passés derrière les barreaux. Ce dernier, âgé de 38 ans à sa sortie, exprimera des remords et s'engagera dans des activités religieuses en milieu carcéral, tentant ainsi de se racheter une conduite. Quant à James Upchurch, il est encore toujours incarcéré à ce jour. Parallèlement aux procédures judiciaires qu'on a vues juste avant, il faut savoir que l'affaire a eu un retentissement médiatique national absolument dingue. En grande partie à cause de la dimension atypique de cette histoire de meurtre mêlée à un jeu qui avait déjà une très mauvaise réputation à cette période. La presse ainsi que la télévision vont rapidement qualifier le trio Pritchard, Upchurch, Anderson
de Dungeons and Dragons Gang et l'affaire Weinstein de Dungeons and Dragons Murder, le meurtre Donjons et Dragons. Et en vérité, la viralité de cette affaire s'explique assez facilement en somme, puisqu'en effet, c'est la première fois qu'un crime aussi grave est lié, du moins dans l'esprit du public, à la pratique du jeu de rôle. Et pour les anti-D&D, c'est le cas d'école qui semble valider toutes leurs craintes. On a en effet 3 jeunes joueurs influençables qui ont basculé dans le crime réel en confondant la frontière entre le jeu et la vie réelle. Et évidemment, les médias vont abondamment exploiter ce filon, ce qui va encore plus ramener D&D au centre de l'attention. À tel point d'ailleurs que durant le procès, le procureur n'hésitera pas à exposer aux jurés les livres de Donjons et Dragons saisis chez les suspects en suggérant que le meurtre a été commis selon les règles d'un jeu. Ouais, c'est gratiné. Et un journaliste local rapportera même que le scénario du meurtre se déroule comme écrit dans un manuel de Donjons et Dragons saisi par la police. Au cas où ce serait pas assez lunaire, voilà, là, on va toujours plus loin. Et dans ce climat, comme je le disais, les croisés anti-D&D jubilent. Et d'ailleurs, Patricia Pulling, toujours en quête de validation pour ses théories, est même appelée à témoigner en tant qu'experte lors du procès pour expliquer aux jurés les dangers supposés du jeu de rôle. C'est vraiment dire à quel point c'est parti très très loin tout ça, car jamais encore un Donjons et Dragons n'avait été aussi explicitement mis en cause dans un tribunal pour un crime aussi grave. Et Patricia Pulling affirmera même devant la cour que D&D enseignerait aux jeunes que la mort et la violence ne sont qu'un jeu. Et avancera aussi que Chris Pritchard ait pu être programmé par le jeu pour commettre l'irréparable. Bon alors attention, pour pondérer tout ça, ces arguments seront quand même assez contestés par la défense, mais malgré tout, ça contribuera à ancrer dans l'esprit du public l'image d'un jeu maléfique ayant poussé des jeunes adolescents à commettre un meurtre. Et d'ailleurs, la panique morale ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle va même inspirer le milieu de l'édition et de la télévision. En effet, en 1991, 2 journalistes d'investigation vont publier coup sur coup des ouvrages sur le drame. Blood Games, du reporter Jerry Bledsoe, et Cruel Doubt, du célèbre auteur de True Crimes, Jock McGinnis. Ces livres, basés sur des enquêtes approfondies et des interviews fortement romancées, retracent l'affaire comme un récit palpitant, avec une nette tendance à dramatiser l'aspect Donjons et Dragons pour captiver le lecteur. Et si vous pensez que tout ça est déjà plutôt bien gratiné, attendez de voir la suite. Au printemps 1992, la chaîne NBC diffuse une mini-série en 2 parties qui adapte le livre Cruel Doubt avec un casting de prestige. Blythe Danner dans le rôle de Bonnie Weinstein et Denis Arns dans celui de Lit. Et de son côté, la chaîne ABC propose le téléfilm Honor Thy Mother, tiré du livre Blood Games, qui traite aussi de la même histoire. Et vous vous doutez bien que les 2 productions seront regardées par des millions d'Américains, ce qui ne fait malheureusement que rajouter encore plus de sensationnel dans l'affaire et jeter de l'huile sur le feu. Bon alors quand même, encore une fois, pour pondérer tout ça, il faut savoir que cette vision de l'histoire ne fait clairement pas l'unanimité et qu'elle est critiquée par de nombreux observateurs. Notamment le magazine Kirkus Review qui dit à propos de Blood Games que le lien que tente d'établir l'auteur entre D&D et le crime est pour le moins ténu. Et d'un autre côté, il reste quand même des journalistes qui savent faire leur travail et qui soulignent que la véritable motivation de cette histoire était l'argent et non une quelconque quête mystique inscrite dans un livre. Mais bon, il n'empêche quand même que pour le grand public, le mal était fait. Le meurtre de Lit Peter Weinstein est désormais perçu comme le meurtre Donjons et Dragons. Et avec du recul, c'est assez facile de se rendre compte que cette tragédie apparaît surtout comme un crime de cupidité commis par des jeunes adultes immatures et influençables, où le rôle de Donjons et Dragons a été affreusement surévalué. Puisque quand on regarde tout ça avec du recul, on voit très bien que Pritchard, Upchurch et Anderson, c'était juste des joueurs assidus, mais rien dans les faits ne prouve que le jeu les ait incités au meurtre. Le mobile était purement et simplement financier. Et derrière, il y a certains analystes du dossier aussi qui trouvaient un peu fou qu'on imputait à un jeu la commission de ces crimes, alors qu'il y avait tant de facteurs concrets à côté, à savoir le ressentiment familial, l'appât du gain, l'accès facile aux armes, la toxicomanie de Christopher, tout ça s'était réuni, un sacré cocktail, mais non, il fallait se concentrer sur le livre rouge posé sur une table. Mais bon, forcément, comme vous avez pu le comprendre, le sensationnalisme, forcément, ça fait vendre. Et d'un autre côté, il y a du public qui est en quête de sensationnel et des gens aussi en quête de confirmation. Donc forcément, le système s'auto-alimente. Alors au final, cette affaire a temporairement renforcé la stigmatisation des jeux de rôle, puisque dans l'opinion publique, D&D était non plus associé à des disparitions ou des suicides, mais aussi à un meurtre sordide. Toutefois, quand même, au fil de la décennie 90,
la fièvre un petit peu a fini par retomber puisqu'aucune autre affaire criminelle d'ampleur n'est venue confirmer les fantasmes d'une supposée génération meurtrière engendrée par D&D. Au contraire d'ailleurs, un nombre d'enquêtes et de témoignages ont progressivement réhabilité le jeu de rôle, montrant plus ses vertus ludiques et créatives, et invalidant aussi par des faits et analyses, on va dire, avec un peu de recul, les accusations complètement extravagantes qui étaient portées contre lui à l'époque. Donc au final, si on fait un peu le bilan de tout ça, on peut considérer que D&D et par extension le jeu de rôle sont tous deux ressortis grandis de cette période vachement tumultueuse. Alors aujourd'hui, avec le recul, forcément, l'affaire Leigh-Peter von Stein nous semble assez dingue. Et on aurait tôt fait de l'expliquer comme le produit d'une époque encline aux paniques morales. Ce qui, je trouve, est un petit peu facile, car les paniques morales, ça existe encore de nos jours, et je vais pas épiloguer sur ce sujet. Mais en définitive, je trouve à titre personnel que toute cette histoire peut nous servir de leçon, en montrant ô combien il peut être facile, en période d'angoisse généralisée, de trouver des boucs émissaires dans un premier temps et de s'y accrocher à grands coups de biais de confirmation à tout va. Et d'ailleurs, ce que je trouve le plus ironique dans l'affaire, c'est que l'opinion publique accusait les joueurs de D&D de mélanger la fiction et la réalité, alors qu'au final, c'était bien l'opinion publique qui faisait ça sans aucune once de pondération. Comme quoi, il faut faire attention aux on-dit et aux rumeurs, et aux avis un petit peu trop répandus, car bien souvent, la réalité est quand même un petit peu plus complexe, voire beaucoup plus complexe. Voilà en tout cas pour cette première vidéo un peu storytelling sur cette chaîne. J'avais envie de tester un nouveau format qui change des conseils habituels ou des vidéos anecdotes, etc. etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, et à me dire aussi si vous souhaitez que j'en fasse d'autres dans ce style. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour moi. J'espère sincèrement que ce nouveau format vous plaît et vous plaira à l'avenir. Et la rengaine, vous la connaissez si bien. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.